Bonjour, donc je vais vous présenter moi l'analyse métagénomique. Ça va être très succinct, c'est des résultats très généralistes parce qu'on a passé beaucoup de temps à développer le programme pour justement annoter toutes les données métagénomiques. Donc je suis dans le laboratoire de Jessie. Alors je me suis permis de faire deux slides sur ce que c'est la métagénomique parce que je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui vous n'êtes pas forcément familier avec ça. Donc on prend un échantillon de lac et puis dans cet échantillon on a par exemple 4 espèces de micro-organismes ici qui sont représentés chacun par une couleur. Faut savoir que ça paraît contre-intuitif pour ceux qui ne connaissent pas le séquençage, mais on perd complètement l'information. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on sera capable de séquencer complètement ces espèces d'un bout à l'autre du chromosome, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire de façon massive à notre échelle. Donc on perd complètement ça, on est obligé de casser ces fragments de chromosomes, et après, on va travailler sur ces petits fragments de chromosomes, et on va avoir des lectures, des reads, qui sont de 150 nucléotides, donc qui sont souvent beaucoup plus petits que la taille d'un gène. Après, le processus d'annotation, c'est ça qu'on a développé, nous, dans le laboratoire. Donc cette séquence de 150 paires de bases, on va pouvoir prédire une protéine. Et cette protéine, on va interroger les bases de données qui ont été développées maintenant depuis presque 30 ans. Donc il y a des millions, des milliards de séquences dedans. Et on est capable de dire, par exemple, que ce fragment protéique, c'est un fragment d'insuline, d'Homo sapiens ou du gorille, on ne sait pas exactement. Ça n'a pas beaucoup rapport avec ce qu'on fait, mais vous allez voir que c'est la même façon de faire. Et on est capable de dire la fonction, c'est-à-dire que ça intervient dans le métabolisme des sucres et plus précisément du glucose. Alors ça, c'est ce qu'on va faire exactement dans le cadre du projet ATTRAP, mais multiplié par 50 millions de séquences. Donc c'est un peu ça le challenge. Alors ce qu'on fait, le pipeline, vraiment, c'est très schématisé. Hein. Donc on prend toutes les séquences, à peu près 50 millions de séquences par échantillon, et on va être obligé de faire un travail on va essayer de nettoyer ces séquences, parce que le séquençage n'est pas parfait. Quand on fait des librairies pour le séquençage, c'est pas parfait non plus, on va le voir après. On va faire tout ce processus d'annotation que je vous ai montré, c'est l'étape cruciale au niveau des ordinateurs, justement, du calcul. C'est à cet endroit qu'il faut paralléliser, c'est-à-dire envoyer sur plein d'ordinateurs ou plein d'unités de calcul pour faire ça rapidement. On a utilisé 2 approches. D'abord, on a extrait les ARN ribosomaux qui vont nous donner assez précisément la taxonomie, et on a utilisé les banques de données qui étaient les plus connues dans ce domaine. Et pour les protéines qui étaient produites, on utilise des systèmes, alors c'est des noms un peu abscons, mais qui permettent d'avoir les fonctions de chacun des gènes, ces différents systèmes d'annotation. Ce qui fait que ce qu'on va avoir dans InKey prochainement, pour chacun des échantillons, c'est ici, vous allez avoir les différents taxons, et puis les différents échantillons, puis l'abondance relative de ces différents échantillons, dans chacun de ces différents taxons, dans ces différents échantillons. De la même façon, vous allez avoir ces différentes fonctions tout le long des échantillons. Donc, in fine, c'est ce qu'on va avoir dans InKey. Alors, peu importe le nom du programme, on l'a appelé bêta pour des raisons diverses et variées. En tout cas, on avait fait une première version qui était très adaptée aux anciennes façons de séquencer, et on s'est aperçu avec ATTRAP qu'on a reçu des nouveaux échantillons, ce qu'on appelle le NovaSeq, qui génèrent beaucoup plus de données. Donc on avait beaucoup plus de séquences, donc il a fallu optimiser en fait tous les algorithmes pour être beaucoup plus rapides. Avant, on mettait presque 12 heures. Maintenant, on met entre 2 et 4 heures pour analyser chaque échantillon. Donc aujourd'hui, on a processé tous les échantillons qui étaient disponibles et qui avaient été séquencés. Donc toutes les données potentiellement pour les gens d'ATTRAP sont disponibles maintenant. Donc ce que je vous disais, en moyenne, on a 50 millions de reads, donc ça fait à peu près 9 milliards de paires de bases, donc c'est 3 fois le génome humain à peu près. Donc on met entre 20 minutes et 5 heures. Pourquoi entre 20 minutes et 5 heures? Parce que les échantillons sont différents, la profondeur de séquençage est différente, elle s'organise un peu de manière aléatoire. Donc on a des différences d'analyse qui vont donc de 20 minutes à 5 heures. Et on a pu profiter ces derniers temps, Jessie avait appliqué à un grants pour avoir une priorité sur Calcul Québec, ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de processer à peu près 30 échantillons par jour. Ce qui fait qu'on sera à peu près jamais en retard, et c'est plutôt les gens qui sont sur le terrain et l'extraction d'ADN qui va poser problème. Ça, c'est juste quelque chose, vraiment, c'est très généraliste. Donc c'est les résultats du petit lac Saint-François, ça c'est le time series. Donc là on est à T0, on a à peu près 500 jours entre le premier échantillonnage et le dernier échantillonnage.
Ce que vous voyez ici, c'est les blooms de cyano, là ici en bleu. Et ça, c'est vraiment un overview total de ce qu'on voit, parce qu'on peut rentrer beaucoup plus en détail. Mais ce qu'on voit, on voit très bien les pics de bloom sur les données de métagénomique, donc à partir de ces fameuses matrices qu'on a générées avec le pipeline. Et on voit que, par exemple, certains taxons comme les actinobactéries sont très impactés par les blooms de cyanobactéries. Donc ça, c'est le genre de truc généraliste. Si par exemple, comme Barry parlait tout à l'heure, les picocyanos, vous pouvez très bien les chercher dans les matrices sur Anki, les picocyanos, et puis faire, à partir des profils qu'on a fait, générer ces profils sur les time series notamment. Ça, c'est d'autres choses qu'on peut faire. On peut regarder la diversité des échantillons, encore une fois au cours du temps, sur le petit lac Saint-François. Donc on voit qu'au moment des blooms, qui étaient situés à peu près là et ici, la richesse en espèces de ces lacs est fortement affectée. Ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on peut à partir aussi... Donc là, vous avez, c'est assez bordélique, je suis désolé. Mais là, vous avez les cyanobactéries qui sont ici avec les blooms. C'est une échelle log, c'est pour ça que c'est un peu moins impressionnant que tout à l'heure. Mais on peut chercher sur ces courbes, on peut chercher les taxons qui sont infectés, qui vont suivre exactement les mêmes tendances, ou alors des tendances inverses. Donc on fait des tests de corrélation et ça nous permet de savoir comment les différents taxons ou groupes taxonomiques sont affectés au cours du temps. Ce qui est intéressant aussi, alors là on passe plus ici, vous avez vu, c'est plus des taxons, ici c'est des fonctions, donc c'est l'analyse fonctionnelle. On est capable de prédire, par exemple pour les blooms et pour les non-blooms, à partir de comparaisons statistiques, on est capable de dire que par exemple dans les blooms, ces fonctions-là, alors plus vous êtes bleu, moins vous êtes représenté, plus vous êtes rouge, plus vous êtes représenté. Donc ces fonctions bleues là ici sont sous-représentées pendant les blooms, alors que c'est par exemple dans ce groupe-là, ces fonctions-là sont surreprésentées pendant les blooms. Donc ça ne nous permet pas nécessairement de faire des choses prédictives au niveau d'attrape, mais ça nous permet de comprendre au moins comment les blooms apparaissent et quelles sont les fonctions qui sont régulées dans les phases de bloom ou dans les phases de non-bloom. Quelque chose qu'on peut faire aussi, alors ça c'est un peu plus discutable ces méthodes, mais en tout cas c'est une possibilité, ça c'est des choses qui sont issues de la finance, souvent les time series c'est issu du monde de la finance, un peu comme si vous aviez des valeurs de marché qui descendent, donc les gens ont beaucoup développé les modèles mathématiques à partir de ça, et on peut savoir, alors ici vous avez les cyanobactéries, tout autour vous avez les différents taxons, et on peut savoir... on peut en déduire que, par exemple, les cyanobactéries, la présence de cyanobactéries va affecter certains types taxonomiques directement. C'est des rapports de causalité qui sont mis en évidence. De la même manière qu'un grand nombre de groupes taxonomiques vont également affecter l'apparition des cyanobactéries. Donc ça, c'est quelque chose, c'est tout ce que vous pourrez faire avec certains programmes à partir des matrices qui seront disponibles dans Anki. Alors ça, c'est des questions évidemment auxquelles on s'intéresse dans le cadre d'attrape. D'abord, c'est la dynamique du bloom. C'est une question qui est plus de l'ordre, on va dire, de la recherche fondamentale. On veut savoir quelle est la dynamique des blooms au cours du temps. Et ça, pour ça, les time series, c'est évidemment crucial. Et puis, évidemment, une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que à des échelles géographiques très différentes, est-ce qu'on a les mêmes patterns qui se reproduisent ? Évidemment, l'intérêt, c'est de savoir aussi comment les blooms impactent les communautés bactériennes. Et il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est que en fait, dans les échantillons de métagénomique, on n'a pas seulement des bactéries, on a aussi des eucaryotes. Donc on retrouve des traces de poissons, d'arthropodes, de micro-arthropodes. Donc on est capable d'évaluer un peu l'impact que ça peut avoir sur ces communautés. Et enfin, ça c'est un projet qu'on a avec l'équipe de Joseph Bialewski à l'université de Dalhousie, c'est de prendre ces grosses matrices que je vous ai montrées et de faire évidemment du machine learning pour essayer de voir quels sont les éléments qui permettraient de prédire les blooms avant qu'ils arrivent. Donc ça c'est à peu près ce qu'on a fait jusqu'ici. Ça c'était pour vous montrer... pourquoi il faut être assez précautionneux avec les données de métagénomique. En même temps, il faut quand même un peu avoir confiance. C'est une sorte de balance entre les deux. Donc ici, vous avez le 100% des reads initiales. Donc c'est les 50 millions de reads. Vous vous rendez compte que quand vous nettoyez ces reads, vous en perdez déjà 50%. Donc ça, c'est inhérent à la mise en place des librairies, aux technologies de séquençage. C'est pas très grave. Il vous en reste quand même 25 millions. Vous avez largement de quoi travailler. La prédiction de protéines est à peu près identique au nombre de séquences qui ont été triées. Vous voyez que la fraction des ARN ribosomiques est faible, ça on s'y attend.
Mais par contre, vous voyez que pour la taxonomie et les analyses fonctionnelles, finalement, on n'utilise que 20% de l'information qui est présente par rapport aux protéines produites et presque 10% de ce qu'on avait initialement. Donc il faut avoir en tête que quand on prédit cet ensemble de choses-là, on prédit ça sur une fraction de l'information initiale. Mais ça reste quand même valide, et une preuve que c'est valide, c'est que les prédictions qu'on avait faites il y a 6 mois avec 1% des données, à l'époque on avait fait le premier pipeline qui était très lent, elles étaient à peu près identiques à celles qu'on a fait avec 100% des données maintenant. Donc ça veut dire que faut avoir en tête cette érosion, là, c'est de l'information, mais que quand même cette information elle reste valide. On arrive à prédire les blooms, on arrive à suivre très correctement les profils taxonomiques. Mais on a quand même moyen d'utiliser quand même un peu plus d'informations. Et ça, c'est ce qu'on peut faire de manière spécifique. On peut réassembler les datas. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on perd complètement l'information. Ça consiste, ça c'est du gros travail mathématique, et enfin, c'est pas moi qui fais ces programmes-là évidemment, mais c'est du gros travail aussi d'ordinateur. C'est de reconstruire un puzzle géant et d'essayer de reconstruire les génomes qu'on avait initialement. Alors c'est particulièrement intéressant à faire, par exemple dans ce dont on parlait Barry tout à l'heure, sur les picocyanos. Donc là j'ai assemblé l'ensemble des échantillons du petit lac Saint-François. J'ai même fait un énorme assemblage, c'est-à-dire que j'ai groupé la plupart des échantillons entre eux. Et il y a de bonnes chances qu'on trouve, même si elles sont à faible fréquence dans chacun des échantillons, on peut artificiellement reconstruire comme ça les différents génomes, puis essayer de rechercher à l'intérieur éventuellement des fonctionnalités qui nous intéressent. Ça, c'était juste pour vous revenir, mais je ne vais pas spoiler Olga, parce que je crois qu'Olga va en parler plus tard. C'était juste pour revenir, il y a un an, on parlait un peu des colonies de cyanobactéries. On peut faire de la métagénomique à l'échelle d'un lac, mais on peut faire la métagénomique aussi dans un Eppendorf. Donc on avait isolé des colonies de cyanobactéries, et ça c'est une collaboration donc, avec Elitsa Toucheva de l'UDEM. Pourquoi on a fait cette collaboration? C'est parce qu'on s'est aperçu que à chaque fois qu'on séquençait des colonies de cyanobactéries, on avait systématiquement des bactéries qui étaient associées. C'était pas découvert il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, quand les cyanobactéries, les premières cyanobactéries avaient été séquencées, parce que le séquençage n'était pas très profond. Donc on n'accédait pas à cette communauté. En fait, vous voyez ces espèces de fils là qui relient puis toutes ces bactéries associées. Ce qui est très intéressant, c'est que quelles que soient les bactéries qu'on trouve, les cyanobactéries qu'on étudie, qu'elles viennent du Brésil, de France ou du Québec, on trouve à peu près toujours le même type de bactéries. Et ce qui est plus étonnant, c'est que si on regarde la fonctionnalité, donc là on a fait une matrice fonctionnelle, on a étudié d'une part les microcystis d'un côté et d'autre part les bactéries associées. Alors vous voyez, les microcystis sont relativement dispersées dans leurs fonctions, donc ça veut dire qu'elles ont des fonctions plus ou moins identiques. Par contre, les communautés de bactéries associées sont très proches les unes des autres, ça veut dire qu'elles ont des fonctions extrêmement rapprochées. Donc à travers vraiment des zones géographiques très différentes, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, et ça nous fait penser qu'on a une forme, on pourrait dire presque de symbiose, en tout cas d'association très complémentaire entre les bactéries associées et les microcystis, d'autant plus qu'on voit que les fonctions ne se recouvrent pas. Donc je crois que j'en ai fini, je voudrais remercier... C'était juste pour vous illustrer ce qu'on pouvait faire un peu avec la métagénomique. Puis évidemment, le gros travail, ça va être fait par tous les gens qui s'intéressent à des voies particulières à l'intérieur. Donc je ne vais pas encore citer Barry pour la 3e fois, mais c'est intéressant que les gens aillent sur les matrices ou sur des gens qui sont spécialisés, par exemple, dans le potassium, l'ammonium, de regarder dans les matrices sur lesquelles on a, d'aller vraiment chercher l'information. Donc ça, c'est tous les partenaires avec lesquels on travaille. Puis surtout, on va remercier les gens qui sont sur le terrain et qui échantillonnent. Merci.